Je vous laisse la parole, chère madame. Merci. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que Parfaitement. le son est correct? Bon, voilà. Et le diaporama aussi? Le Oui, diaporama? Bon, magnifique, on peut commencer. Merci de votre accueil. Bonjour à tous et à toutes, les personnes qui sont en présentiel et les personnes qui sont liées par le Internet. Je vais donc me proposer de vous présenter plutôt le travail des ingénieurs et des scientifiques qui accompagnaient Bonaparte pendant la campagne d'Égypte de 1798 à 1801. La situation, on va en dire quelques mots, c'est celle donc du Directoire, donc de la dernière période de la Révolution française, avec un contexte assez complexe, mais une personnalité active au niveau des affaires étrangères, Maurice de Talleyrand-Périgord, qui a suivi donc un certain nombre d'implications et de discussions de l'époque de l'Ancien Régime, et qui finalement, sous le Directoire, en 1797, prend en charge donc les affaires extérieures, selon l'expression de l'époque. Face à lui, le très jeune général Bonaparte, qui rentre victorieux de la campagne d'Italie de 1796. Et le contexte d'ensemble, constitutionnellement parlant, politique vient de transformation après la Convention thermidorienne, et le Directoire, donc par la constitution de l'an 3 de la République, en 1795, réorganise le pouvoir. Il y a donc 5 directeurs qui sont responsables du pouvoir exécutif, 2 assemblées qui gèrent le pouvoir législatif, le Conseil des Anciens et la Chambre des 500. Dans ce contexte politique nouveau et une période extrêmement troublée, il y a aussi à tenir compte des contrastes et des inégalités dans la société du Directoire. Les anciens possédants déchus, certains d'entre eux ont échappé à la guillotine, bon nombre sont partis en exil, mais il y a surtout des nouveaux riches qui prennent le pas sur la société parisienne. Alors j'ai juste mis quelques images pour nous rappeler un petit peu le contexte. Du côté gauche, on aperçoit donc les déchus, le carrosse qui prend la route, un représentant de l'Ancien Régime et de la noblesse semble fort désespéré, et puis de nouveaux riches qui arrivent dans un magnifique attelage. On les retrouve en fait dans un superbe salon parisien de la même période. Donc, une phase de décalage politique, économique et social, pour le moins. Alors, le personnage de Bonaparte s'est déjà rendu célèbre quelques années auparavant, tout jeune, et là, le document que j'ai choisi, 1797, évidemment, c'est l'esquisse réalisée par David, qui est actuellement conservé au musée du Louvre. Le général Bonaparte, plein donc d'énergie, d'ambition, et qui va finalement servir le Directoire un petit peu de manière étonnante par rapport au contexte d'ensemble. Alors regardons un instant quel était le contexte préparatoire à cette expédition d'Égypte. Quelles étaient donc les relations de la France et de l'Orient à cette époque? Dans les relations internationales d'avant 1789, de la fin de l'Ancien Régime, le gouvernement français avait soutenu, sous Louis XV et Louis XVI, la sublime porte, donc Constantinople en d'autres termes, et l'Empire ottoman. En revanche, les Anglais, pour des raisons commerciales évidentes, soutenaient les bey, donc les chefs des différentes provinces. Donc cette antinomie était déjà ancienne. Le gouvernement du Directoire, entre 1795 et 1799, restait favorable à une intervention française en Orient pour contrecarrer l'influence anglaise dans le cadre du commerce. Donc on retrouve un petit peu les conflits qu'on connaissait déjà avant la fin de l'Ancien Régime. Le Directoire, avec l'influence très grande de Talleyrand, ministre des Affaires étrangères, prépare une expédition en Égypte, mais cette expédition doit demeurer secrète pour rendre toute son efficacité et surtout éviter une attaque maritime de la part des Anglais. Alors jetons un coup d'œil un instant simplement sur l'ensemble du dispositif donc en Orient de l'Empire ottoman. Aux alentours, donc, j'ai pris une carte qui est un tout petit peu plus tardive pour donner une idée de l'ensemble des possessions ottomanes. Donc, la sublime porte Istanbul ou anciennement Constantinople, les anciennes possessions du côté de l'Asie mineure, les possessions donc de l'espace grec, mais aussi les possessions allant jusqu'au golfe Persique, puis ensuite descendant le long de la côte de Syrie, l'Égypte, toute la province anciennement conquise, la côte d'Afrique du Nord jusqu'au-delà d'Alger, et enfin, du côté de la mer Rouge, l'extension en direction de la Mecque. Voilà le grand espace de la puissance ottomane. Mais très vite, on s'aperçoit que cette puissance ottomane n'est pas parfaitement active dans toutes les provinces. Et la province d'Égypte
fait partie de ces zones périphériques qui, en fait, sont liées, certes, mais sont fréquemment désobéissantes, connaissent des conflits et, en dehors du paiement de l'impôt, ne sont pas vraiment dans le giron de l'Empire ottoman. Alors, quelle était la diplomatie de Talleyrand par rapport à cet Orient turc? Talleyrand était parti en exil depuis 1792, il était rendu aux États-Unis, d'où jeunement créé. Il était donc lié à toute une culture diplomatique qui datait en fait de l'Ancien Régime en France, et il prend donc une position dans le Directoire qui lui permet d'assumer finalement le passé et le présent. Alors, dans l'objectif principal du gouvernement français de l'époque, il faut conserver la puissance de la Sublime Porte comme alliée, toujours contrecarrer la puissance anglaise, principalement à propos de la route terrestre des Indes. Donc, c'est toujours la même question, celle du commerce international. Donc, que faire en Méditerranée? Que tenter pour préserver finalement une forme d'intervention française avec finalement des moyens économiques et des moyens militaires qui sont relativement réduits? L'État français à l'époque est très endetté, à la suite donc des différents conflits des coalitions pendant toute la première période révolutionnaire. Et en fait, l'Égypte n'est qu'une province périphérique, plutôt rebelle, de l'Empire ottoman. Mais on sait une chose, c'est qu'en Égypte, les Mamelouks, eux, sont de redoutables soldats. Et donc, c'est avec eux qu'il faudra compter pour toute intervention. Cette carte nous permet quand même de jeter un coup d'œil rapide à l'ensemble des extensions successives de l'Empire turc. Les puissances acquises de façon la plus ancienne, donc entre le Moyen-Âge et le XVIe siècle, et puis l'agrandissement progressif donc, de cet Empire ottoman, sa consolidation dans le cadre de la culture de l'islam, avec bien des variantes locales, régionales. Et donc, l'Égypte et la côte de Syrie, une bordure de la côte donc, de la mer Rouge, ont été acquises donc, entre 1512 et 1520 par Sélim II. Ce sont donc des provinces anciennement donc, entrées dans la culture du monde turc. Alors, de quoi rêve Bonaparte? Lorsqu'on lui fait la demande d'accompagnement de cette expédition, Bonaparte est absolument plein d'ambition et il se rêve déjà à la conquête de l'Orient. Alors, va-t-il partir sur les traces d'Alexandre le Grand? Excusez le peu de sa modestie. J'ai donc choisi une des images de la publication de l'Égypte pour vous donner une idée de cet immense espace fantastique, à la fois toute la culture de l'Égypte ancienne, pharaonique, et puis cette ouverture vers l'Orient et vers ses richesses. Donc, Bonaparte n'hésite pas au moment où il lui est demandé donc, de diriger cette expédition. Seulement, il est utile d'avoir quelques idées sur ce qui se passait dans l'Orient ottoman de l'époque. Quelles étaient donc les institutions de la Sublime Porte à laquelle on allait s'affronter? L'expression de Sublime Porte est en usage dans l'Occident donc au XVIIIe siècle. On sait qu'avant les Lumières, des voyageurs français, assez nombreux, se sont rendus en Égypte. D'autres ont parcouru les échelles du Levant, pour des raisons commerciales la plupart du temps. Et on sait aussi que l'Égypte et la Syrie forment un noyau dur annexé par l'Empire ottoman dès 1516, donc dès l'époque de François Ier. Le fonctionnement local est le suivant, il est connu des Français. Le pacha administre cette province, elle verse un tribut annuel à la Sublime Porte. Donc l'Égypte se limite à ce versement d'un tribut annuel. En revanche, du côté des combattants, il y a deux groupes extrêmement puissants, les B, directeurs des provinces en quelque sorte, et les Mamelouks, la partie du bras armé, peut-être la plus dangereuse. Enfin, à l'arrière-plan, il y a un conseil qui est constitué des hauts fonctionnaires locaux et surtout des représentants religieux de l'islam et qui donc tiennent en main finalement le fonctionnement de cette province égyptienne. Comment se déroule l'embarquement de l'armée d'Orient, puisque c'est le nom qui lui a été donné? Oh merde, pardon. Merde. Où est-ce qu'elle est? Merde. Excusez-moi, madame. Est-ce que vous pouvez réactiver votre micro? Parce que j'avais des sons parasites et j'ai supprimé les micros de tout le monde, dont le vôtre. Je suis désolée. Où est-ce que vous êtes? Voilà. Voilà, je suis désolée, voilà, je suis intervenue de façon un petit peu autoritaire, mais j'ai supprimé aussi votre micro. Voilà, je vous en prie. Voilà, vous étiez en embarquement à Toulon. Oui, voilà. Magnifique. Donc, l'armée d'Orient s'embarque de Toulon principalement et de quelques ports voisins. Donc, 36 000 combattants, 2200 officiers, une flotte magnifique de 300 bateaux de transport, escortés par 55 navires de guerre, eux-mêmes servis par 10 000 marins.
En fait, c'est le maximum de ce que peut espérer faire le Directoire à une période où le gouvernement français est quand même limité par rapport à l'accumulation des conflits de l'ensemble de l'Europe et des différentes coalitions qui sont loin d'être achevées. La flotte apparaît donc le 19 mai 1798. Mais un point est fondamental, on a fait le nécessaire pour que la destination soit tenue secrète. Sinon, évidemment, les Anglais vont poursuivre très rapidement la flotte. Pour la constitution de la flotte de l'armée d'Orient, j'ai relevé ici, bien sûr, quelques noms des principaux bâtiments à l'aide des travaux de M. Clément de la Jonquière. Le vaisseau L'Orient, le plus beau de tous, figure donc à gauche sur la maquette que vous apercevez, 118 canons. Pour les autres vaisseaux, on dispose donc des noms des principales embarcations, le Guillaume Tell, le Franklin, le Spartiate, le Timoléon, le Généreux. Vous remarquerez qu'il y a énormément de noms de ces bateaux qui sont liés à l'Antiquité, bien sûr, mais pas seulement. Il y a des frégates, des briques, des bombardes et des tartanes canonnières classiques. Donc, une très belle expédition au moment du départ, avec un espoir considérable. Alors, tous ces bâtiments, les 20 bâtiments armés en guerre, qui ont entre 60 et 120 canons, selon le type de vaisseau, soit 4 348 hommes d'équipage, et 9 bâtiments armés en flûte, de 30 à 64 canons, équipage 1552 hommes, et enfin les 26 bâtiments légers, entre 2 et 18 canons, équipage 1682 hommes. Comment se déroule le périple depuis le départ de Toulon? La carte nous montre ici, donc en rouge, le périple français, nous l'apercevons. Alors, il y a eu toutes sortes de choses difficiles, complexes au passage donc, de la Sicile. Le climat et les conditions météorologiques ont cependant été favorables puisque finalement, une partie de la traversée se fait sans que les Anglais aient eu l'information dans les délais de la direction donc, de la flotte française. Donc, il y a une perte de temps du côté des Anglais et de Nelson, on verra tout à l'heure ce qui va se produire, avant donc l'arrivée finalement des Français à Alexandrie. Les autres flèches en rouge indiquent finalement la suite donc, des activités de l'armée française, la descente du Nil dont on parlera tout à l'heure, et ensuite l'expédition en direction de la côte de Syrie, avec l'échec que l'on connaît. Donc voilà pour la partie du trajet. Donc entre le printemps et le début de l'été 1798. Les principales étapes, nous les connaissons j'allais presque dire par la légende napoléonienne, bien sûr, la bataille victorieuse des Pyramides, qui a été moult fois relatée, dessinée avec un maximum d'imagination autour de ces pyramides, de toutes sortes d'événements qui se sont certainement jamais déroulés, peu importe. Par contre, la bataille et le désastre d'Aboukir sont vraiment le point dramatique et l'inquiétude en ce début de période d'occupation de l'Égypte. Le deuxième point inquiétant, c'est la révolte du Caire, dont je dirai quelques mots tout à l'heure en octobre de la même année. Et pendant la même période, Bonaparte n'hésite pas à lancer une partie de son corps expéditionnaire à la découverte finalement des sites du sud de l'Égypte. Et parmi les personnes qui participent aux côtés de l'armée, il y aura Dominique Vivant-Denon, dont je parlerai tout à l'heure. La seconde année de l'occupation française se déroule avec une tentative de travaux d'exploration de l'isthme de Suez et l'idée déjà d'un creusement donc, de l'isthme de Suez. Plusieurs ingénieurs vont y travailler. Pendant ce temps-là, Denon et l'équipe des érudits qui l'accompagnent sont descendus jusqu'à l'île de Philae, première cataracte, jusqu'au mois de février. Au même moment, Bonaparte, lui, lance l'expédition en Syrie. Le Montabor, Saint-Jean d'Acre, la peste et tous les échecs que l'on connaît. Et c'est dans cette année 1799 que se passe un événement tout à fait secondaire, semble-t-il, mais fabuleux pour la suite, la découverte de la pierre de Rosette, c'est-à-dire un décret trilingue qui, fort heureusement, va être conservé, copié par les membres de l'expédition et qui servira bien des années après à Champollion pour le déchiffrement des hiéroglyphes. La fin de l'été se déroule pour Bonaparte par le choix de quitter secrètement l'Égypte pour Paris. Les événements politiques l'appellent là-bas et Bonaparte laisse le commandement au général Kléber pour l'ensemble de l'armée d'Orient. Regardons quelques images sur ces événements. D'abord, la cartographie des lieux visités par les archéologues et par les érudits. Donc, le delta, la moyenne, la Haute-Égypte, et puis la première cataracte, donc jusqu'à Philae, et ensuite la route donc, de Saint-Jean d'Acre en direction donc, de la Syrie et l'échec que l'on connaît. Alors, dans le domaine de l'iconographie, Bonaparte a pris soin, après l'expédition, et
évidemment du fait de l'échec de l'expédition, de faire multiplier les commandes en fait, de très grands tableaux qui sont en fait des tableaux de propagande. Ici, nous avons par exemple la harangue de Bonaparte lors de la bataille des Pyramides, le 21 juillet 98, par le peintre Gros. Nous observons que les républicains, Bonaparte sur son cheval blanc, ce qui n'est pas un hasard, c'est le cheval blanc d'Henri IV. On ne pouvait pas imaginer une autre couleur que celle-ci. Par contre, l'écharpe tricolore du représentant de la République, ses officiers près de lui, et à droite, nous apercevons finalement une partie de la population égyptienne de culture ottomane déjà vaincue, qui demande finalement grâce, qui tend la main, femmes, enfants, vieillards, etc. Donc, une parfaite peinture de propagande. Pour la bataille des Pyramides, je n'ai eu que l'embarras du choix. Il y a des dizaines et des dizaines d'images qui représentent cette bataille de manière la plus amusante possible, avec un flot de palmiers glissant au vent, les pyramides complètement minuscules à l'arrière-plan, sont devenues vraiment tout à fait minuscules, et puis les armées, le canon et toute l'agitation extraordinaire du premier plan. Alors là, il y a des tas d'interprétations de cette fameuse bataille des Pyramides. En fait, le site s'appelle Imbabé, très exactement. À droite, malheureusement, le désastre naval d'Aboukir, qui, lui, a été largement commenté. Alors, la grande difficulté de Bonaparte, au mois d'octobre 98, c'est justement cette révolte excessivement violente d'un des quartiers du Caire, du quartier de la mosquée El-Azhar, et qui amène finalement une répression extrêmement violente au niveau de la violence qui avait été donc celle de ce mois d'octobre. Et finalement, Bonaparte, arrêtant cette révolte, va proclamer une amnistie pour l'ensemble de la population. Nous avons donc là l'entrée d'une des mosquées, avec malheureusement un grand nombre de morts au premier plan, et comme par hasard, le général Bonaparte arrive à l'arrière-plan, en grand justicier, et au nom de la République, accorde l'amnistie. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que pour cette même affaire de la révolte du Caire, nous avons un témoignage très intéressant, celui d'un lettré notable qui s'appelait Al-Jabarti, qui pendant toute la période d'occupation par les Français a rédigé un certain nombre de lettres et de documents sur ce qui s'est réellement passé. Nous avons donc deux regards sur cette période de la violence, à la fois de la révolte et en même temps de la réplique, finalement, du général Bonaparte. Une fois que les choses rentrent dans l'ordre, Bonaparte a fait grâce et l'un des tableaux de Guérin, fait quelques années après l'expédition, nous présente une vue tout à fait magnifique de pacification. Le général Bonaparte, face à lui, les représentants donc, des autorités de l'islam, du Diwan, et tous se sont soumis. La population accepte la puissance finalement du conquérant, et le paysage verdoyant nous laisse entendre une occupation française tout à fait des plus calmes, ce qui tout de même est loin du compte. Dans les semaines qui vont suivre, quels sont donc les sites que traversent les représentants de l'armée française? Alors, une partie d'entre eux était à Amiette, Rosette, et les autres étaient installés au Caire. Bonaparte va faire donc une expédition de reconnaissance le long de la vallée du Nil, à la recherche finalement des opposants donc, de l'armée ottomane, et ça va être une occasion finalement de visiter rapidement, mais les principaux sites archéologiques. Et là, entre en scène, on va le voir, les érudits, les ingénieurs et toute l'équipe qu'avait emmené Bonaparte. Dernière période à laquelle je fais allusion, c'est la tentative de Bonaparte de continuer la guerre en Syrie, à la fois contre les Ottomans et contre les Anglais, dans leur système d'alliance. Malheureusement pour Bonaparte, lorsqu'il va arriver à Jaffa, la peste est déjà présente depuis de longues semaines. Il va tenter donc malgré tout de mener le siège, il échoue, mais il y a une très belle scène qui est évidemment représentée ici par le peintre Géricault. C'est Bonaparte qui se montre, non pas comme le guérisseur des pestiférés, mais qui montre que finalement la peste n'a rien de dangereux. La preuve, il touche l'un des pestiférés. En revanche, vous observerez que l'un des chirurgiens qui est juste à côté de lui tient son mouchoir sur la main, et c'est lui malheureusement que la peste est fort dangereuse. Mais l'essentiel, c'est de montrer finalement la puissance donc, du rôle de Bonaparte. Cette scène, finalement, pour ceux qui la regardaient dans cette peinture donc, de propagande, c'est quand même bien une transposition de la scène dans laquelle les rois de France, après avoir été sacrés donc, à Saint-Denis, guérissent des écrouelles les malades. Il y a quand même là une volonté de montrer l'autorité donc, de Bonaparte, une autorité politique sur l'ensemble du pays. En revanche, une des dernières images, c'est celle de la bataille victorieuse d'Aboukir, Aboukir numéro 2, le 25 juillet 1799. C'est l'une des dernières batailles à laquelle participe Bonaparte avant de rentrer en France secrètement.
À ce moment-là, Murat commande la cavalerie française contre les Ottomans et c'est une victoire absolument magnifique de la gestion finalement de cette cavalerie. C'est la peinture d'Antoine Gros au musée du château de Versailles. Qu'en est-il pendant toute cette période des allégories et des images qui glorifient Bonaparte? Aujourd'hui, on parlerait de médiatisation en quelque sorte. Alors les allégories comme celles que j'ai notées et mises du côté gauche sont très courantes. Le général Bonaparte, dans son costume républicain, va recevoir une couronne de laurier, mais en même temps, il déroule devant lui une des proclamations qu'il a faites donc avant de mettre le pied à Alexandrie. Ceci étant, cette proclamation mentionne que la paix sera conservée, etc. Certes, sauf qu'il y a un canon qui est juste à ses pieds et que les bateaux sont à l'arrière-plan. Donc la paix, la guerre, attention, épée de Damoclès. En revanche, la deuxième image que j'ai choisie, elle est beaucoup plus tardive, mais elle a eu un grand succès. C'est l'histoire de Bonaparte et de son état-major à l'assaut des sables. C'est une thématique qui a été suivie par le peintre Jean-Léon Gérôme après 1860, dans le cadre de la propagande napoléonienne du Second Empire. Donc, on a repris toutes sortes de thèmes sur l'histoire de Bonaparte et on a reconstitué un certain nombre de ses peintures sur l'histoire finalement de l'expédition d'Égypte. Donc, le fameux régiment des dromadaires allant à la conquête des déserts égyptiens. Alors maintenant, on va regarder de plus près quel est le rôle des savants, des ingénieurs au travail sur le terrain. D'abord, combien était-il? 150 personnes de toutes disciplines. On s'aperçoit que, je vais en dire deux mots, le choix de Bonaparte avait été d'élargir au plus grand tous les types de disciplines qui pouvaient participer à l'idée d'une occupation finalement de longue durée de cette province d'Égypte. Les premiers érudits arrivent donc avec l'armée et découvrent Alexandrie pendant quelques semaines. Ils s'installent ensuite au Caire et là, ils vont se mettre au travail dans la mesure où Bonaparte a prévu qu'il fallait installer une imprimerie bilingue pour faire proclamer toutes les décisions donc, de l'armée d'Orient seront toutes présentées à la population en français et en arabe. Donc, il y a plusieurs orientalistes qui sont présents et le matériel d'imprimerie bilingue a été emporté depuis Paris. Ensuite, il sera nécessaire de rencontrer des notables arabes lettrés, dont Al-Jabarti, dont j'ai dit deux mots, et enfin les chefs, qui sont les chefs des grands villages et qui sont donc l'autorité finalement provinciale. Et enfin, c'est dans ce contexte que va commencer l'exploration des sites archéologiques au long de la vallée du Nil. Alors, l'arrivée à Alexandrie, la première chose que vont voir les érudits, ils ont entendu bien sûr parler de la colonne dite de Pompée, qui en fait est beaucoup plus tardive, peu importe. Donc, ils vont tous aller faire le tour de cette colonne, la dessiner, la mesurer. Pour eux, c'est la première référence à l'Antiquité, donc classique, telle qu'ils la connaissent. Et dans le domaine du déplacement des savants, on a quelques images qui ont été prises au jour le jour. Alors évidemment, ça remplace les photos que nous n'avons pas aujourd'hui. Mais par exemple, je me suis amusée à retrouver cette aquarelle où nous voyons arriver tous les érudits avec la redingote, le chapeau de forme, sauf qu'il fait presque 40 degrés. Et qu'au bout de quelques jours, ils vont abandonner ces costumes occidentaux pour choisir évidemment des costumes locaux de manière à pouvoir travailler sans être totalement étouffés par cette chaleur du Caire et d'Alexandrie. Qui sont donc les savants de toute discipline autour de Bonaparte? Alors, dans la thématique principale, Bonaparte avait choisi donc des ingénieurs en priorité, des astronomes, des médecins, des pharmaciens, des naturalistes, des chimistes, même des musiciens, des littérateurs qui sont à la fois des personnes qui avaient l'habitude d'écrire des textes classiques, mais aussi des sortes de journalistes pour tenir donc la description au quotidien, des peintres, des dessinateurs, des orientalistes et traducteurs en grand nombre. Alors, parmi les personnalités connues, il y a quelques-unes que nous allons retrouver qui sont vraiment l'élite, finalement, de la nation et des scientifiques de l'époque. Monge du côté des mathématiques, Berthollet pour la chimie, le grand mathématicien Fourier, accompagné de Costaz, Noué pour l'astronomie, Geoffroy de Saint-Hilaire, qui était professeur au Muséum d'histoire naturelle, Delisle et Nectoux, botanistes. Du côté des ingénieurs, deux personnalités qui ont déjà une certaine assise, une certaine expérience, Lepère et Girard, dans le domaine des ponts et chaussées. Du côté des peintres, Redouté et Dutertre. Alors maintenant, il y a des personnalités plus complexes. Denon, Dominique Vivant-Denon, qui est en fait un diplomate de l'Ancien Régime, c'est un des plus âgés de l'expédition, mais qui était passionné d'Antiquité, qui en plus avait comme qualité d'être un excellent dessinateur, qui a fait des centaines et des centaines de croquis.
et qui prenait des notes au jour le jour. Du côté des orientalistes, Marcel. Et enfin, pour le Conservatoire des arts et métiers, Comté, Nicolas Comté. Du côté des géographes, un tout jeune géographe qui a à peine 25 ans, Jomard, François-Edme Jomard, ingénieur géographe qui va jouer ensuite un rôle considérable dans les mois qui suivent et dans la publication des travaux de l'expédition. Donc, une majorité de personnalités qui sont très jeunes, qui ont moins de 25 ans, à quelques exceptions, tous sont organisés, placés dans une petite équipe qui est gérée par le général Caffarelli du Falga, choisi par Bonaparte. Ces personnalités forment la commission des arts et des sciences de l'armée d'Orient. Donc, au moment du départ de Paris, toutes ces personnalités ont été consultées. On leur a demandé de garder le silence complet sur ce qui allait se passer. Donc, en fait, ils partent avec une méconnaissance totale de ce à quoi on les appelle. Ils s'installent tous au Caire, dans l'un des très beaux bâtiments, les anciens palais que Bonaparte a choisi pour créer l'Institut d'Égypte. Donc là, il y aura des salles de réunion, toute l'installation de la bibliothèque et toute l'installation du matériel de l'imprimerie, donc bilingue. Maintenant, il faut regarder du côté des Égyptiens quelles sont les personnes auxquelles on s'affronte, quelles sont donc les grandes autorités égyptiennes auxquelles Bonaparte va se trouver affronté. D'abord, du côté des autorités morales et religieuses. La principale personnalité est le cheikh Al-Sharqawi. C'est lui qui a été élu président du premier Diwan, par la volonté donc de Bonaparte, mais c'est une personnalité qui détenait déjà toute l'autorité de son enseignement à la mosquée d'Al-Azhar au Caire. Donc, il a été, pendant toute la durée, l'interlocuteur privilégié et bienveillant donc, auprès des Français. Alors, un point de détail, nous disposons de son portrait, ce qui tout de même est une exception, puisque les peintres français qui accompagnaient Bonaparte, normalement, n'avaient pas autorité pour représenter donc les musulmans. Il y a eu donc quelques exceptions, puisque normalement, la règle de l'islam ne permet pas la représentation des êtres humains. Donc, le cheikh Al-Sharqawi a accepté donc d'être portraituré, comme on disait au XVIIIe. Maintenant, du côté des ennemis, Mourad Bey, chef mamelouk, un des principaux adversaires des Français, extrêmement violent, qui a avec lui une armée bien composée et qui, voyant au bout de quelques mois que la situation bascule entre l'influence donc des Anglais, les autorités donc ottomanes, et puis finalement la prise du terrain par les Français, finira par pactiser avec les Français. Donc, changement de camp. Comment se passe l'exploration de la vallée du Nil ? Bonaparte, au fur et à mesure que l'armée doit donc descendre le long de la vallée, accepte qu'un certain nombre donc, des ingénieurs d'un côté et des érudits de l'autre accompagnent donc l'armée et s'arrêtent dans les principaux sites historiques et archéologiques qui permettent donc aux érudits de prendre des notes, de dessiner, de mesurer. Ils vont donc aller du delta à Memphis, là, toute la région va être visitée. Ensuite, ils vont descendre le long de la vallée du Nil jusqu'à Thèbes, la première cataracte, à peu près d'encore 800 km. Et ils se rendent jusqu'à Philae, à la première cataracte, en direction de la Nubie. Alors, on va regarder quelques-unes des images qu'ils ont relevées pendant ce périple. Ce sont soit des aquarelles qui ont été préparées pendant le voyage, soit des gravures qui ont été faites au retour au moment de la publication donc, de l'ensemble des travaux. Alors, à tout seigneur, tout honneur, bien sûr, une aquarelle préparatoire du site de Rosette, Al-Rachid, dans le delta, et la fameuse pierre découverte par le colonel Bouchard et qui les a beaucoup intrigués puisqu'elle comportait 3 inscriptions, donc 3 langues différentes, la partie supérieure de la pierre étant cassée. On apercevait ce qu'on appelait des hiéroglyphes, on n'était pas du tout en mesure pour l'instant de déchiffrer. Il y avait la partie en démotique et la partie en grec. Donc le grec classique était connu, ceux qui étaient présents s'occupèrent de traduire ce décret de Memphis. Première grande visite, les pyramides de Giza, bien entendu. Alors les savants racontent qu'ils sont tout à fait étonnés par rapport aux dimensions fabuleuses de cette pyramide, qu'ils commencent à la gravir, malgré les difficultés, qu'ils essaient d'entrer dans les labyrinthes et couloirs intérieurs. Ils sont très déçus de rien trouver, pas d'inscription, pas de momie, pas de sarcophage, rien du tout. Bon. Par contre, le sphinx fait l'objet évidemment des observations. Alors la plupart du temps, dans les gravures qui ont été faites à l'époque, nous avons les inscriptions et les mesures qui ont été prises par les différents ingénieurs dans des documents annexes, et à côté, on a les planches en grand format, en folio. Mais souvent, les planches
comporte toujours, comme vous le voyez ici, des dessins des personnages à l'échelle. Ceux qui visitaient les voici, pour donner une importance du personnage par rapport à la taille donc des monuments qu'ils ont découverts. Voilà pour Giza. Non loin de là, on se rend à la Palmeraie de Memphis et on y trouve énormément de vestiges, de colosses, de statues diverses cassées. Alors ici, on aperçoit donc 3 personnages qui sont en train de mesurer la main en granit d'un énorme colosse. Tout le long du village, ils aperçoivent des fragments qui sont abandonnés d'un site qui probablement a eu une grande importance pendant l'Antiquité. Un autre travail demandé par Bonaparte était celui de la cartographie. Bonaparte avait demandé que l'on prenne le maximum de relevés de tous les sites de manière à constituer une carte complète de l'Égypte que l'on explorerait. Donc, c'est le travail fait par Pierre Jacotin et son équipe. Au total, nous avons en fait 47 feuillets qui ont été ici réunis. Alors, ça a pris bien entendu les 3 années de l'expédition. Cette carte donc a été faite à l'échelle selon le système métrique avec des correspondances selon les mesures anglaises et selon les mesures bien sûr turques. L'objectif surtout, c'était de relever les noms des sites, les noms en arabe et de codifier finalement la transcription des noms en arabe de manière logique. Ça, c'était le travail qui a été demandé donc, aux interprètes pour la durée de cette expédition, y compris des tracés intéressants et importants concernant le Sinaï que nous apercevons, voilà, de ce côté-ci. Donc, il y a à peu près 3 ans de travail avant la réalisation complète de cette carte. En continuant la descente du Nil, nous arrivons à Minya, dans la région d'Assiout, à peu près à pas tout à fait 400 km au sud du Caire. Là, les ingénieurs observent les constructions en pisé, de la plupart donc des bâtiments d'habitation, des mosquées aussi, bien entendu, et puis des quelques entrepôts. Et nous apercevons sur le Nil le felouk qui glisse sur le fleuve. En continuant vers le sud, quelques jeunes ingénieurs sont absolument passionnés par l'archéologie. Ce n'est pas tout ce qui était prévu. Et il y a donc le cas de Édouard Villiers du Terrage, qui était envoyé avec ses camarades, il avait à peine moins de 25 ans, et il se passionnait pour toutes ces choses extraordinaires qu'il ne connaissait pas. En dehors de l'archéologie classique, découvrir ces bâtiments égyptiens lui paraissait absolument magnifique. Et donc, quelques-uns des personnes qui l'accompagnaient entrent dans les temples. Et entre autres, ils découvrent, au bord du Nil, le temple de Dendera. En entrant dans l'une des salles, il faut une découverte extraordinaire. C'est celle d'un zodiaque qui est fixé sur l'un des plafonds à l'intérieur du temple. Et ils sont tellement étonnés et émus qu'ils n'ont qu'une seule idée, c'est de faire le relevé complet, donc des motifs de ce zodiaque. Alors bien sûr, il y a des motifs de dieux égyptiens, il y a des motifs de hiéroglyphes. Ils ne peuvent pas les déchiffrer, ils sont tellement fascinés qu'ils vont tout dessiner et noter ça à l'échelle. Il écrit: le temple de Dendera, en dehors de toutes ses beautés, renferme un monument d'un intérêt capital, je veux dire le fameux zodiaque circulaire, découvert par Desaix et Denon. Donc en fait, ils sont 3 à être allés voir ce monument, Desaix, Denon et Villiers du Terrage, dans le journal qu'il rapporta en France à sa famille. Voilà le fameux zodiaque du temple de Dendera. C'est un bloc de grès de 2,55 m de diamètre et il présente de façon circulaire des motifs hiéroglyphiques, des motifs de divinité et des inscriptions que pour l'instant personne ne peut déchiffrer. Et nous savons que ce zodiaque a été déchiffré plus tard par Champollion après 1822. Alors, l'armée d'Orient et Vivant Denon continue l'exploration donc demandée par Bonaparte. Les voici qui arrivent à Thèbes. Donc, Karnak et Luxor ici sur la rive droite du Nil. Et, pardon, voilà. Et de l'autre côté, la rive des temples funéraires, la rive de la vallée des rois et des tombes, Ramesséum, Médinet Apou. Donc, tous vont explorer cette ville, cet espace archéologique dont ils ont beaucoup entendu parler, qui reste extrêmement mystérieux pour eux, et ils vont faire un certain nombre de relevés de quelques-uns des bâtiments. Alors, je vous montre juste, voilà, ce bâtiment-là qui nous est très cher ici en France, puisque nous sommes à l'entrée du temple de Luxor, et que voilà, ici, l'obélisque que vous apercevez de ce côté-ci, c'est celui qui, juste à l'époque de Champollion, sera transporté en France et qui est maintenant place de la Concorde. Voilà, le bel obélisque de Ramsès II en granit. Par contre, lorsqu'ils arrivent pour visiter le temple, ils se rendent compte qu'il est en grande partie ensablé. Ici, on aperçoit juste les têtes des colosses. Voilà. De part et d'autre, il y a donc des colombiers, des pigeonniers divers et variés. Il y a ici une petite mosquée qui a été construite
pour le culte musulman, et on aperçoit à l'arrière-plan la salle hypostyle. Alors, nous avons beaucoup de ces aquarelles qui ont été faites par Charles Cécile, comme celle-ci, permettant en fait de faire le relevé de tous les motifs que vous apercevez ici, de bas-relief, avec la cavalerie. On sait par la suite que c'est la cavalerie de Ramsès II attaquant les Hittites. J'ai choisi une deuxième image. Voilà. Nous passons sur l'autre rive et nous arrivons au colosse de Memnon, qui ont énormément impressionné les membres de l'expédition. Regardez l'échelle ici des personnages, là, et la hauteur de ces magnifiques statues. Les colosses dits de Memnon avaient reçu cette appellation à l'époque donc de l'Antiquité classique. Denon et quelques-uns de ses proches relevèrent les dessins qui figuraient sur les bordures donc, et sur les socles, mais ils ne purent autrement identifier finalement les personnages. Ce n'est que par la suite que grâce à Champollion, les inscriptions permirent d'identifier 2 statues du souverain Amenophis III. À l'arrière-plan, la montagne thébaine, le lieu de tous les secrets, les tombes royales. Mais avant d'arriver dans les tombes, on visite les vestiges d'un très grand temple, qu'on appellera par la suite le Ramesséum, non en l'honneur de Ramsès II. Pour l'instant, on se pose la question, est-ce que c'était un palais, tellement son décor était magnifique, ou est-ce que c'était un temple? Comme on ne pouvait lire aucune des inscriptions, le point d'interrogation persista. Alors, il y a énormément de dessins et de mesures qui ont été prises dans chacun de ces bâtiments. Et ici, vous apercevez les tentes, vous voyez, on bivouaquait pendant plusieurs jours. Voilà les tentes. Denon raconte un petit peu la vie au quotidien. Il explique que tous les jours, il se précipitait au lever du soleil pour aller dessiner. Et quelquefois, les attaques des Mamelouks empêchaient finalement la fin des travaux. On devait attendre quelques jours ou prendre son cheval, s'enfuir jusqu'au site suivant. Donc, le travail était difficile à suivre, à terminer. Les membres de l'expédition ont aussi relevé par aquarelle un certain nombre de motifs qui se trouvaient à l'intérieur des temples, c'est-à-dire des bas-reliefs qui comportaient encore des traces de peinture. Donc, ils ont voulu relever ces traces qui leur paraissaient extraordinaires. Ici, nous avons des extraits d'une des scènes de Medinet Abou, le temple de Ramsès III, identifié plus tard par Champollion. Et nous avons donc des commentaires sur les très jolies couleurs, les verts, les bleus, les ocres et les jaunes, dont il restait encore quelques traces. De tout ceci, bien sûr, aujourd'hui, il ne reste plus rien au niveau des couleurs. Alors, au fur et à mesure de leur découverte, ils furent en relation avec des membres des habitations des villages et de temps en temps, on leur apportait des fragments de petits objets, des fragments comme ici de papyrus à leur vendre. Alors, Bonaparte avait donné des consignes assez précises. Il avait dit que tous les objets qu'on rapporterait devaient être payés, qu'il était hors de question qu'il y ait donc des rapides. Donc, tout a été négocié. Denon raconte de quelle manière il a acheté l'un de ces papyrus, comme celui que je vous montre ici, qui est maintenant au musée du Louvre. C'est un des papyrus du livre des morts. Alors, pour l'instant, on ne pouvait guère parler que d'Osiris, ici, mais on ne pouvait pas identifier les différents personnages qui se trouvaient de part et d'autre. Et surtout, les inscriptions ici, en hiératique, étaient absolument inconnues. Mais on rapporta ces trésors, donc, au musée du Louvre. La continuité du voyage les amène un petit peu plus au sud, en Haute-Égypte, au temple d'Edfou. Et là, ils sont absolument passionnés, surtout Denon, qui dit c'est le plus beau temple que j'ai vu parce qu'en fait, le plan du temple est conservé. On peut se donner une idée de l'importance, finalement, de la religion égyptienne et peut-être des rôles des prêtres et des rites qui devaient s'y dérouler. On entre par la porte principale, le pylône, entièrement décoré donc de magnifiques bas-reliefs, puis l'entrée dans la grande cour, ensuite une salle hypostyle et toute une série de petites salles à l'arrière-plan, vers le sanctuaire. L'ensemble étant entouré d'une enceinte voilà, qui ferme le temple. Alors, pour continuer le travail, on a ici la tente pour le bivouac, puisqu'on va y rester quelques jours. En continuant, on arrive à la première cataracte, l'île de Philae. Et là, Denon et ceux qui l'accompagnaient vont traverser donc en felouk, arrivent sur l'île et vont faire la connaissance de ces nouveaux bâtiments. Alors, Denon a une remarque très curieuse, il dit, mais c'est curieux, ces bâtiments-là sont d'une mauvaise facture, sont beaucoup moins beaux que tous ceux qu'on a vus. Et en fait, beaucoup plus tard, Champollion s'aperçoit que ce sont les bâtiments d'époque romaine et qu'effectivement, il y a comme une sorte de copie des anciens bâtiments, mais la qualité, la facture des bas-reliefs et des sculptures, évidemment, est de moindre mesure que ce qu'il avait déjà vu précédemment. Le voyage continue et on se rend au-delà de la première cataracte. Ça devient véritablement l'exploration. À la fois, il y a le danger, il y a les Mamelouks, il y a le problème du ravitaillement, il y a le problème du nombre de bateaux, on aperçoit ici au premier plan. Et une chose qui les a beaucoup étonnés, c'est le premier temple rupestre qu'ils aperçoivent au Djebel Silsilé.
c'est-à-dire un temple dont la partie principale a été creusée à même le rocher. Et lorsqu'on rentre, une partie donc des constructions sont endommagées, mais on pénètre à l'intérieur en fait de la masse rocheuse. Ça, c'est quelque chose qui était tout à fait inimaginable pour les membres de l'expédition et principalement pour Denon. Alors, quels sont les autres domaines étudiés à la demande de Bonaparte et publiés ensuite dans la description de l'Égypte? Quelles étaient finalement les enquêtes qui avaient été demandées? Il y avait la cartographie, la topographie, c'était la première chose essentielle. Mais Bonaparte avait aussi demandé qu'on fasse des relevés de tout ce que l'on pourrait trouver dans le domaine des sciences naturelles, botanique, zoologie et géologie. Donc voilà la suite du travail de cartographie, qui a représenté un nombre d'heures de travaux absolument fabuleux pour le relevé principalement de la topographie et des noms de lieux. Et puis dans le domaine de la botanique, la principale personne qui a une équipe sous son ordre, c'est Ali Raffenot de Lille, qui va systématiquement dessiner et décrire tous les types d'arbres, d'arbustes, de plantes qui sont pour lui inconnus, avec l'idée de rapporter toute cette masse de documentation scientifique au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Alors voilà la qualité du travail. Il y a toute une série de planches qui ont été gravées au retour. Je pris le cas d'une Nymphéa lotus et d'une Nymphéa cerulea, et qui vont… Alors, chacune des planches, en fait, est accompagnée d'un commentaire botanique dans les ouvrages donc de description. C'est véritablement un travail scientifique qui a été demandé. Dans le domaine de la faune, à tout seigneur, tout honneur, bien sûr, j'ai choisi l'ibis noir et l'ibis blanc sacré, c'est-à-dire l'ibis qui est dessiné sur les hiéroglyphes et qui est l'un des animaux, donc Thoth. Pour l'instant, les savants ne le savent pas. C'est Savigny qui s'est occupé de l'histoire naturelle. Ne pas oublier les poissons et les sauriens du Nil. Alors, nous avons toute une série de poissons qui leur paraissaient tout à fait inconnus, qui ont été identifiés. Il y a aussi, du côté donc, des lézards, des crocodiles, toute une faune absolument incroyable qui a été donc observée, dessinée, mesurée. Il y a eu des planches anatomiques qui ont été rapportées. Et puis, il ne faut pas oublier la géologie. L'équipe de Dolomieu a beaucoup travaillé sur les relevés d'échantillons minéralogiques. Les grès, les granites, les schistes, qu'on appelle la pierre de Becken. Ils sont allés aussi faire des relevés jusque dans le Sinaï. Donc, il y a toute une documentation fantastique qui a été rapportée à Paris au Muséum d'histoire naturelle. Alors, il reste un dernier domaine d'observation des savants. Ce domaine-là est un petit peu plus tardif. C'est celui qui a été déterminé par Kléber. Après le départ de Bonaparte, de façon rapide, à la fin de l'été 99, Kléber, qui est en charge de l'armée d'Orient, va prendre l'initiative de proposer de mettre en place une commission des renseignements sur l'état moderne de l'Égypte, c'est-à-dire observer tout ce qui concerne la société ottomane, donc égyptienne, et faire en réalité une sorte d'enquête qui est en réalité subdivisée en 10 chapitres ou 10 sections, incluant la cartographie et l'hydrographie. Et cette enquête documentaire a été soigneusement rédigée par les membres de l'expédition et nous en avons l'essentiel des résultats dans la publication de la description de l'Égypte. Alors le point qui intéressait le plus les ingénieurs était celui de l'hydrographie, c'est-à-dire quelles étaient les possibilités que l'on aurait de moderniser finalement l'hydrographie égyptienne et les techniques donc de monter les eaux. Ici, on a l'exemple donc des chadoufs qui ont été examinés tout à fait en détail. Alors, il y a à la fois la présentation d'ensemble, pour la vue, puis ensuite la coupe, le profil. L'idée est que par rapport au Nil, il faut remonter l'eau avec ses puits à balancier. Chaque puits à balancier permet de monter l'eau dans un canal, puis ensuite un deuxième puits monte le surplus dans un deuxième canal, troisième, quatrième, selon les cas 4 ou 5. Et les canaux sont donc fermés de part et d'autre. Et ensuite, il y a un système qui est examiné par les membres de l'expédition, c'est ce qu'on appelle le tour d'eau. C'est le système de chacun des villages turcs où l'eau est donnée par le chef du village pendant un certain nombre d'heures dans la journée, avec un roulement, de manière à ce qu'on puisse arroser les parcelles des champs avec une justice la plus grande d'un membre d'un village à une autre famille. Donc, cette technique du tour d'eau, d'ailleurs, a duré avec le Code ottoman jusqu'en 1858 et un petit peu au-delà. Il y a aussi à examiner les métiers d'artisanat et de pré-industrie. Alors, les membres de l'expédition se sont beaucoup intéressés à la technique du tissage. Ils ont observé donc les tisserands qui travaillaient le lin principalement,
la laine, mais pour l'instant, pas encore le coton. Ça sera un peu plus tardif. C'est essentiellement le lin qui est travaillé et la laine. Donc, on a l'un des ateliers au Caire, ici représenté. Il y a toute une série de commentaires qui indiquent quelles sont les mesures des différents métiers à tisser, les techniques du travail. Il y a aussi du côté de Nicolas Conté, membre donc des arts et métiers, toute une série d'observations de petits métiers. Alors, j'ai montré ici, tout à fait en haut, l'intérieur d'un moulin à huile, avec le pauvre animal qui malheureusement est chargé d'entraîner la roue. Et puis, alors moulin à huile, ici, souvent de l'huile de lin, assez fréquemment. Et puis là, il y a les deux personnages qui sont en train de piler, d'écraser donc le tabac. Il y a comme ça des dizaines de tout petits métiers qui sont tous commentés par Nicolas Conté. Ensuite, on s'est intéressé pour la première fois à l'architecture musulmane. C'est la toute première fois que sont faits des relevés donc de palais et de grandes constructions, y compris les mosquées. Comme ici le palais d'Hassan Kachef, c'est la maison dans laquelle se trouvait l'Institut d'Égypte, alors qu'un décoration magnifique, les moucharabiés, bien sûr, ici, splendide, et puis le plan du bâtiment et des différents niveaux. Donc là, dans l'histoire de la culture musulmane, c'est la première fois que des Occidentaux s'intéressent véritablement à l'architecture donc du monde de l'islam. Des indications sont données aussi sur plusieurs mosquées, dont certaines construites au 9e et 10e siècle, ici la Bab el-Nasr, une des plus anciennes mosquées, un petit peu plus tardive que Ibn Tulun. Alors tous ces travaux continuent alors que Bonaparte, lui, a quitté secrètement l'Égypte, fin août 99. Arrivé en France, on connaît la suite, le coup d'État au château de Saint-Cloud, 18 Brumaire, 99, et la naissance du consulat. Mais pendant tout ce temps-là, le directoire, malgré ce coup d'État, n'envoie plus aucune aide aux représentants de l'armée d'Orient qui doivent survivre comme ils le peuvent autour de Kléber. Alors Kléber tente un certain nombre d'attaques encore contre les Anglais et contre les Ottomans. Il connaît une victoire au mois de mars 1800 à Héliopolis, donc dans la banlieue du Caire. Mais fort malheureusement, Kléber est attaqué par un fanatique et il meurt après avoir reçu des coups de couteau en quelques heures. Donc l'armée d'Orient est totalement désorganisée. Le général qui prend donc le relais, c'est Menou. Fort malheureusement, Menou est assez mal considéré et son autorité est discutée par les représentants de l'armée d'Orient. Et progressivement, on se rend compte que l'armée d'Orient est de plus en plus en situation d'accumulation de difficultés, encerclée par les troupes donc anglaises, manquant de capitaux, manquant d'hommes, n'ayant plus aucun espoir de recevoir une aide. Dans ce contexte, malgré tout, les Français continuent l'exploration du Sinaï à propos des travaux à l'isthme de Suez, donc ils continuent ce qui avait été préparé en 99. Et puis, dans l'année 1801, ils font quelques fouilles autour de Giza et des pyramides. Mais les Anglais reprennent le terrain. Menou est battu à Canop et l'armée française doit finalement capituler à Alexandrie le 31 août 1801. Dans ce contexte, le retour des troupes en France se fait de façon extrêmement dramatique, puisque aussi tous les travaux scientifiques sont confisqués par les Anglais, y compris la pierre de Rosette. Pendant ce temps-là, en 1802, Bonaparte, qui a pris la tête du consulat, décide que l'État français va publier tous les travaux faits par les savants et que cette publication sera faite aux frais du gouvernement français. Sauf une chose, c'est qu'il faut récupérer les documents auprès des Anglais, ce qui nécessite plusieurs missions diplomatiques. Voilà quelques images donc sur la fin de cette campagne. La bataille d'Héliopolis, gagnée par Kléber, général Kléber, ici à l'attaque. Mais il faut maintenant savoir comment exposer les faits, comment les publier. Alors là, c'est un travail éditorial qui est colossal, qui a été demandé par Bonaparte. Il y a deux personnalités qui vont jouer le rôle essentiel. François N. Jomard, géographe, qui va gérer en fait l'ensemble de l'équipe éditoriale, qui va faire le suivi sur à peu près une quinzaine d'années. Et puis du côté de la muséographie du Louvre, des monuments et objets, c'est Vivant Denon qui va être chargé donc de gérer la réorganisation du Louvre, l'intégration des objets arrivés donc au Louvre, et de faire en fait tout l'inventaire de tout ce qui est dans les sections Antiquité du Louvre, section grecque, romaine et section égyptienne qui vient d'être créée. Tout cet ensemble de travaux va prendre la forme de la description de l'Égypte, donc une aventure éditoriale qui commence en 1802
et qui va continuer sous Louis XVIII, Charles X, et qui se terminera au début donc, de l'époque de Louis-Philippe. Il y a eu plusieurs éditions. Alors voilà les deux représentants qui dirigent l'équipe de travail. À gauche, Jomard, donc de profil. Au centre, Dominique Vivant-Denon. Et j'ai mis juste à droite une gravure qui est un peu amusante. Nous sommes dans l'une des grandes salles du Louvre avec Denon qui est ici sur un petit bureau, qui est complètement entouré de tous les objets qu'il doit classer, trier, numéroter, avec un travail colossal pour mettre en place finalement la première collection donc, du Louvre. Alors cette commission de publication doit à la fois gérer la mise en place des textes, des cartes, des planches gravées pour l'iconographie. Il faut donc faire appel à un grand nombre de dessinateurs de l'extérieur pour pouvoir gérer la mise en œuvre de toutes les gravures, des centaines et des centaines, et surtout un travail de finition qui est complexe, puisqu'il faut réaliser en in-folio une grande partie de ces publications. La première édition fut triée à 1000 exemplaires. Elle comportait 9 volumes in-folio pour les textes, 11 tomes de planches, découpés en 13 volumes, et un grand volume complémentaire qui gérait tout l'ensemble des planches de l'Atlas. Le découpage intérieur donc, de cette gigantesque publication était fait en 3 morceaux. D'abord, tout ce qui regroupait l'Antiquité et l'archéologie. Le deuxième morceau, c'était l'époque moderne, donc l'histoire ottomane, en fait la société contemporaine et une partie du travail demandé par Kléber. Et la troisième partie regroupait tous les chapitres d'histoire naturelle. Donc, la botanique, la zoologie et la géomorphologie. Au total, on a recensé 43 auteurs de textes, sans compter une soixantaine de contributeurs divers appelés à la rescousse par Jomard. Le succès fut considérable et en 1820, le libraire et imprimeur à Paris, Charles Panckoucke, a été autorisé par ordre du roi à faire une réimpression des textes et des planches. Alors, si on regarde un peu l'aspect des volumes, première édition, deuxième édition, voilà le frontispice magnifique de la première édition. Donc, le premier volume est sorti en 1809. Alors, on regardera, pour la propagande, Napoléon Bonaparte a fait mettre le N sur la première page, la couronne impériale. Tout autour, il a fait indiquer ici les titres des batailles qu'il a gagnées. Donc, les voici, tout autour. Et puis, au sommet, bien sûr, un char d'Apollon, comme il se doit. Des thématiques de personnages donc, qui suivent le vainqueur, et le paysage que vous apercevez au centre est un paysage entièrement recomposé. Ce n'est pas un paysage réel. On a voulu en une seule planche montrer un peu tout ce qu'on avait découvert en Égypte. Alors, bien sûr, l'obélisque de granit, les statues de Sekhmet, une statue de bélier, une statue de reine, le sphinx, et puis quelques-uns des temples qui se trouvent le long du Nil. Si vous regardez bien, le Nil coule au centre, et tout à fait au fond, on arrive vers la Nubie et les montagnes de Nubie. Donc l'idée, c'était de donner un résumé en une seule page de tout ce qu'on avait découvert le long de la vallée du Nil. Donc là, Jomard a travaillé sur l'essentiel donc de la réalisation de cette première édition. La seconde édition, 1820, l'œuvre de Charles Panckoucke, là, le public avait changé. On a donc choisi de faire la première page, le frontispice, en couleur. On a repris la même thématique, mais on a reconstruit, en fait, cette scène. Alors, un temple égyptien dont les colonnes sont entièrement couvertes de hiéroglyphes peints, quelques objets au premier plan, dont une tête royale, et puis, excusez-moi, voilà, une des statues d'Osiris, et à l'arrière-plan, on aperçoit ici les membres de l'armée d'Orient, et tout à fait au fond, quelques-uns des temples le long de la vallée du Nil, dans le lointain. Donc, on a refait la mise en page de cette deuxième édition. Alors, il y a un dernier aspect qui a beaucoup marqué les contemporains, ça a été dans l'ameublement et dans les objets, un style nouveau qu'on appelait retour d'Égypte. Ça a été une sorte d'engouement en France, dans l'architecture, dans les arts décoratifs pendant 5 ou 6 ans. Alors, à tout seigneur, tout honneur, l'hôtel de Beauharnais, l'hôtel donc de la rue Chantrey, le premier hôtel, Madame de Beauharnais, a été donc complété par un magnifique décor. On a ajouté cette porte sur la cour, avec donc les marches, les colonnades, et si on regarde bien l'aspect, c'est totalement inspiré de la première porte donc du temple égyptien de Dendera. Là, on avait trouvé le zodiaque. Donc, on a appliqué en fait un motif égyptien sur une façade d'hôtel particulier.
C'est surtout ensuite dans le domaine des arts décoratifs que beaucoup d'objets ont été imaginés. D'abord des consoles comme celle-ci, console d'acajou de bronze, commandée par Joséphine de Beauharnais pour la Malmaison, donc avec des motifs égyptisants, des sphinx ou des griffons selon les cas. Et puis aussi des projets de papier peint. La manufacture Zuber en Alsace a réalisé de gigantesques motifs de décor à l'égyptienne qui ont été beaucoup choisis par la grande bourgeoisie dans le goût un petit peu orientalisant. Alors des thèmes avec des temples, quelquefois 5 à 6 panneaux permettant de décorer une pièce complète. On a aussi dans les domaines des objets, des services à café, donc des assiettes. Ici, c'est un fragment du cabaret ou service à café de Joséphine de Beauharnais. Alors, généralement, les décors reprenaient. Ça, c'est Denon qui s'en est occupé à la manufacture de Sèvres. C'est lui qui avait donc donné les dessins qui ont été réalisés. Quelques-uns des motifs des temples qui avaient été visités par les membres de l'expédition. Et tout autour, très amusant, des petits motifs de hiéroglyphes complètement de fantaisie d'ailleurs, qui ornaient le pourtour. Et puis quelques-uns aussi des personnages qui avaient été rencontrés par l'armée de Bonaparte. Donc assiettes, services de toutes sortes, y compris pour les bureaux des encriers. Là, on a l'exemple d'un encrier biscuit de Sèvres, noir et or, 2 personnages de fantaisie qui tiennent les godets d'encre, et tous les petits hiéroglyphes sont totalement de fantaisie, bien entendu. Le motif des sphinx est né, du lion. Donc, et tous ces petits objets ont été copiés à l'envi par un grand nombre de décorateurs. Il y a aussi un aspect qui a beaucoup changé, c'est l'idée que l'on se faisait du décor à l'intérieur d'un musée. Alors, au musée du Louvre, comme on avait rapporté un certain nombre d'objets égyptiens, on a voulu décorer finalement les plafonds et les murs de ces salles au Louvre dans le style égyptisant. Donc, nous avons quelques scènes, dont celle-ci peinte par Cogniet, qui présente Bonaparte sous une détente avec son environnement. Et puis, les objets qui avaient été trouvés ici, un fragment de sarcophage, ici un fragment de papyrus. Et donc, l'idée était de mettre un peu les visiteurs dans l'atmosphère, finalement, de cette Égypte qu'on venait de découvrir. Voilà. Alors, la suite de l'histoire, je l'ai racontée dans mon livre un peu rapidement. J'ai parlé un peu de la fascination des Français pour l'Égypte. Cette fameuse pierre de Rosette qui restait est vraiment le grand mystère. Et il faudra donc attendre Champollion, qui, avec ses travaux, déchiffre enfin en 1822 les hiéroglyphes sur la pierre de Rosette, réussit un voyage fantastique avec les Italiens de Turin en 1828. Il s'embarque de Toulon une nouvelle fois. Il va faire presque 1 an et demi, donc, à la suite du voyage de Bonaparte. Il va descendre la vallée du Nil, visiter tous les sites et faire systématiquement les relevés des inscriptions, dont il va enfin présenter donc l'étude, la traduction, les commentaires, lui permettant d'écrire le dictionnaire donc, et la grammaire donc, de l'égyptien ancien. Et ces travaux sont continués par la suite par l'équipe donc de Mariette. Mais entre-temps, la campagne d'Égypte a inspiré beaucoup de personnes en France dans le domaine de la littérature. J'ai juste mis 2 exemples parmi les plus connus. Honoré de Balzac écrit en 1845 une petite nouvelle magnifique, Une passion au désert. Un des soldats de l'armée de Bonaparte est censé être perdu dans le désert, fait prisonnier, tenter de se sauver. Il va rencontrer une panthère dans l'une des zones rocheuses. Il y a toute une affaire extraordinaire qui va se dérouler en quelques semaines. Et donc, c'est la description du désert. Quant à Alexandre Dumas, dans son roman Les Blancs et les Bleus, en 1867, il évoque plusieurs étapes de la Révolution et le dernier chapitre s'appelle, curieusement, La 8e croisade. Et il relate la campagne de Bonaparte en Syrie, le siège d'Alexandrie, son échec, l'affaire des pestiférés de Jaffa et la fin de ce rêve oriental. Mais c'est à Auguste Mariette que revient finalement l'honneur, avec les manuscrits de Nestor Lhôte, qui avait accompagné Champollion en Égypte, de se lancer dans la découverte des sites archéologiques et de fonder en Égypte en 1861 le service des antiquités auprès du vice-roi. Et c'est donc lui qui va déclencher en quelque sorte la passion des Français pour l'archéologie égyptienne, préparant ensuite tous les travaux de fouilles et la naissance de l'Institut français du Caire dans les années 1880. Dernière petite cerise sur le gâteau, à laquelle on ne songe pas toujours, c'est Théophile Gautier, le roman de la momie, en 1857. C'est un ouvrage qui a été d'abord publié en feuilleton, qui a un succès considérable, qui a été immédiatement réédité. Et ce qui est amusant, c'est que Théophile Gautier s'était très très bien documenté. Il avait été regarder tous les textes,
l'archéologie, tout ce qu'il pouvait utiliser pour décrire finalement une histoire romancée qui se passe à Thèbes à l'époque du Nouvel Empire, évidemment une histoire d'amour, mais il avait bien expérimenté toutes les indications sur les temples, sur les tombes, sur la gestion donc, par Pharaon, et donc son histoire est, pour ses lecteurs, l'un des premiers, à la fois roman, donc quasiment sur un thème archéologique, mais en même temps correctement documenté avec les publications de son époque. Et voilà la description de la tombe dans laquelle Lord Hemondal découvre la momie de la princesse. Sur les parois des murs, le globe symbolique ouvrait son envergure démesurée. Plus loin, Isis et Nephthys secouaient leurs bras frangés de plumes comme des ailerons. Les Urus gonflaient leurs gorges bleues, les scarabées essayaient de déployer leurs élytres, les dieux à tête d'animaux dressaient leurs oreilles de chacal, aiguisaient leurs becs d'épervier, ridaient leurs museaux de cynocéphales, rentraient dans leurs épaules leurs coups de vautour ou de serpent, comme s'ils eussent été doués de vie. C'est du Théophile Gautier, pleine période du rêve de l'Égypte ancienne. Et voilà, pour terminer, les courriers orientalistes vont continuer sur cette lancée. D'un côté, donc Jérôme, les magnifiques tableaux, parce que Jérôme est allé en Égypte comme Fromentin. Le tableau appelé Le Prisonnier montre à l'arrière-plan les temples de Haute-Égypte, dans la brume. Et puis, bien sûr, les grands travaux vont continuer et Jomard et les Sassimoniens vont pousser en fait au travail qui amènera donc de Lesseps au creusement du canal de Suez et à son inauguration en 1869. Voilà, j'ai terminé, excusez-moi, j'étais un petit peu longue. Je suis prête pour les questions maintenant. Écoutez, merci vraiment. Nous avons été enchantés d'écouter tout ce que vous avez raconté sur cette épopée bonapartiste. Voilà, et je vais effectivement laisser la parole, je vais les mettre en grand, laisser la parole à nos hôtes. Ouais. Je ne sais pas du tout. Alors attendez, je vais voir comment je peux les mettre tous à vos côtés. Bon. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez quitter votre diaporama. Très bien. Et puis comme ça, je vais vous mettre en grand. J'essaye de... Attendez, voilà, j'en ai celui-ci. Normalement, je l'enlève. C'est le mode plein écran pour moi. Attendez, j'essaye de l'enlever, de le fermer. Comme ça, on va voir tout le monde, tous nos participants qui sont montés jusqu'à 28. Certains ont été obligés de nous quitter en cours de route, mais ils vont écouter de toute façon. Là, voilà. Ouais, magnifique. Ouais. Voilà. Et je laisse la parole. Alors, je laisse la parole donc à nos auditeurs, à ceux qui sont du côté écran comme du côté salle du musée de la Marine. Alors moi, j'ai une question quand même. Comment, oui, après je vous laisse la parole, Amiral. Comment les Français ont-ils récupéré auprès des Anglais oui, tout ce qu'on leur avait piqué, tout ce qui nous avait piqué, pardon. Alors, ça a pris à peu près 2 ans de négociations diplomatiques de la part du consulat. Et en fait, c'est après la paix d'Amiens qu'on a récupéré l'ensemble de la documentation papier, à la demande donc de Jomard, de Denon, etc. Par contre, nous n'avons pas obtenu la pierre de Rosette. Les Anglais ont refusé de la rendre. Ils ne l'ont jamais rendue. Elle est toujours au musée. Au British Museum. Ouais. C'est un responsable. D'accord. Pardonnez-moi, mon esprit chauvin a pris là-dessus. Et ce qui veut donc dire que Champollion ne l'a jamais vu en réalité. Il a travaillé en fait sur les copies faites, des copies de très grande qualité, mais en réalité, la pierre de Rosette en tant que telle, il ne l'a pas vue. Voilà. C'est assez effrayant, et c'est comme ça. Ok. On a, avant de laisser la parole à l'amiral, on a dans la salle virtuelle une question de la description de l'Égypte. Combien nous sont parvenus et où peut-on les voir? Alors, pour l'instant, c'est à la Bibliothèque nationale que se trouve l'ensemble des volumes. Il y a plusieurs bibliothèques donc universitaires qui avaient reçu en dotation un exemplaire complet avec les planches, etc. Donc, en gros, la plupart des grandes bibliothèques universitaires l'ont. Et il est possible de la consulter en numérique, donc à partir de Gallica. Alors, il y a une partie des volumes qui est sur Gallica,
pas forcément la totalité de la première édition, mais on peut quand même les consulter. La seule chose qui est ennuyeuse, c'est qu'il faut réduire la vision des planches, ce qui évidemment enlève quand même du plaisir. Pour les textes, ce n'est pas trop gênant. Par contre, les planches, une folio, c'est une pure merveille. C'est un travail, un graphisme absolument exceptionnel, plus toute une série donc, de publications d'aquarelles. En revanche, le document qui est le plus facile à consulter, c'est le livre qu'avait fait Dominique Vivant-Denon, parce que lui était rentré avec Bonaparte secrètement au mois de septembre 99 à Paris, et il s'était précipité pour écrire son livre. Il avait déjà ses dessins, et en fait, c'est le premier livre qui est sorti avant la description d'Égypte. Donc, il a eu un succès considérable, il a été édité, réédité. Enfin, c'est un petit peu le best-seller, finalement, du voyage, à partir donc, de 1803. Voilà. Qui a fait la célébrité, d'ailleurs, de Dominique Vivant-Denon. Et le voyage est relaté de façon tout à fait vivante. Il raconte toutes les aventures qui lui sont arrivées, tous les ennuis, tous les coups fourrés. Enfin, ça se lit comme un roman, quasiment. Très bien. Alors, avant de laisser la parole à monsieur, enfin, répondre à la question de monsieur Campo-Puente, je vais donner le micro à l'amiral Amand. Alors, non, ça ne marche pas. Non. Il est où, Vincent? Allez-y. Ah, vous m'entendez? Oui. Oui, pouvez-vous nous dire un mot de la façon de retour d'Égypte de toute cette expédition de savants? Dans quelles conditions ça s'est fait? En particulier, est-ce que les Anglais ont été quand même favorables à la récupération des documents et comment ont-ils traité l'ensemble de ces savants français? Les savants et les ingénieurs ont été rapatriés en partie sur des bateaux anglais et en partie sur des bateaux turcs. Ça a donc pris, après l'été 1801, un certain nombre de semaines. Beaucoup d'entre eux étaient déjà en très mauvaise santé parce que la fin de l'expédition s'était très mal déroulée. Et donc, ils sont arrivés à Toulon. Ensuite, un grand nombre d'entre eux donc, sont rentrés à Paris. Quelques-uns ont repris leurs travaux au Muséum d'histoire naturelle. D'autres sont retournés en province. Mais il s'est écoulé un certain temps avant la récupération des papiers de travail. Donc, en fait, ils n'ont pas pu immédiatement reprendre finalement leurs notes de travail, leurs descriptions, leurs dessins. Ils ont donc dû attendre que les négociations diplomatiques permettent au gouvernement français de récupérer l'ensemble des documents pour se mettre au travail pour la publication. Voilà. J'ai lu un livre sur la vie de, je crois que c'était ses mémoires d'ailleurs de Seix, du général de Seix, qui a montré les difficultés effroyables qui ont eu lieu pendant cette expédition le long du Nil, avec des alternatives de victoire, mais aussi de défaite, malheureusement. Ça a été assez terrible. OK. Ensuite, la question de monsieur Campo-Puente, en quelle année est revenue l'armée de Kléber? L'armée de Kléber est donc revenue, enfin, donc avec Menou, puisque Kléber a été assassiné, donc est revenue donc à la fin de l'été 1801. Et on a en même temps rapporté en fait les cendres de Kléber qui avaient été enterrées à Héliopolis. Donc on a ramené ces cendres et on les a donc transférées à Strasbourg, sa ville de naissance, où elles sont toujours d'ailleurs. Magnifique. Maintenant, une question de Jean-Marie Brossard, délégué régional de l'association. Oui, j'ai une question. Donc, j'ai pu lire en préparant l'exposé, notre intervention, j'ai pu lire que l'expédition scientifique a été une grande réussite, l'expédition militaire, un grand désastre. Oui. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire pourquoi cet échec militaire? Alors, l'échec militaire, donc je ne suis pas une spécialiste de l'histoire militaire napoléonienne, mais le but de l'intervention de la part du directoire, ça aurait été vraiment effectivement de couper la route des Indes, la route terrestre des Indes aux Anglais. Bon. Donc on leur a fait perdre du temps, mais finalement on n'a pas réussi ce qu'on souhaitait. Ensuite, l'intervention en Syrie a été un échec total. Il faut dire que la peste n'a pas aidé les choses. Donc quand Bonaparte rentre en France, son idée finalement auprès du directoire, c'est de tenter un coup d'État pour prendre le pouvoir politique, sachant que finalement l'expédition militaire elle-même a échoué par rapport aux objectifs demandés par Talleyrand, ça c'est clair.
Et entre-temps, le gouvernement français connaît un grand nombre d'autres conflits qui vont continuer en Europe contre les Anglais, les Prussiens, les Autrichiens, etc. Donc, il y a d'autres urgences, finalement, aux frontières de la France. Et donc, on a quasiment totalement abandonné l'armée d'Orient, sans lui envoyer des renforts, sans lui envoyer de l'aide. Enfin, on l'a vraiment laissé s'étioler complètement. Alors, en revanche, Bonaparte a, lui, réussi, du point de vue médiatique, à faire de tout le travail scientifique une réussite qu'il a orchestrée finalement par une publication considérable pendant l'époque donc de l'Empire. Donc son idée, ça a été finalement de transférer tout le travail des érudits sur une publication qui avait un caractère scientifique exceptionnel, parce que tout de même une expédition de cette nature en Orient à la recherche des sites archéologiques, personne n'en avait jamais fait une, jamais précédemment. Il y a eu des voyageurs, bien sûr, qui avaient été en Orient longue date, des Français et d'autres représentants de l'Europe, mais personne n'avait vraiment fait une étude, une enquête aussi précise sur l'ensemble des connaissances archéologiques, la cartographie et puis le travail, la botanique, tous les domaines scientifiques voulus pour le Muséum d'histoire naturelle, et puis en même temps l'enquête faite par Kléber qui était vraiment passionnante, une enquête sur la société contemporaine donc musulmane. Donc on dire, Bonaparte a orchestré en quelque sorte une mise en scène finalement de cette expédition, d'autant plus que pas mal des volumes ont été offerts à différents chefs d'État dans les années qui ont suivi. Y compris, il y a toute une politique aussi concernant la manufacture de sèvres. Par exemple, Dominique Vivant-Denon a été chargé de faire dessiner des objets décoratifs qui ont été présentés comme cadeaux officiels diplomatiques à différents représentants, donc principalement le très grand service magnifique qui présente la plupart des scènes des grands sites archéologiques a été offert au tsar de Russie. Il y a beaucoup d'éléments qui font partie en fait du décorum en fait de cette politique. Monsieur Béjot, vous vouliez, Philippe Béjot, vous vouliez dire quelque chose? Bonjour, madame. Merci à notre conférencière, dont j'avais raté la conférence à Paris il y a 1 ou 2 ans. Donc, je suis ravi d'avoir assisté à ce beau voyage. Je voulais simplement donner 2 petites anecdotes. Le Zodiaque de Dendera, on peut l'admirer au musée du Louvre à Paris, et c'est l'original. Et celui qui est à Dendera est une copie, un moulage. D'autre part, la pierre de Rosette, ce qui est très amusant, c'est que quand les Anglais l'ont confisquée, ils ont essayé de traduire cette pierre qui n'avait été traduite et lue par personne. Ils n'ont jamais réussi parce qu'ils pensaient que c'était un alphabet, ce qui n'est pas du tout le cas. Par contre, notre ami Champollion a réussi un coup de force en déchiffrant les hiéroglyphes et en nous permettant aujourd'hui de déchiffrer n'importe quel texte de l'origine des pharaons. J'avais fait une conférence à Paris sur le voyage de l'obélisque il y a quelques années et j'avais eu la chance de rencontrer des descendants, la famille des descendants de l'officier en second du Luxor qui a transporté l'obélisque entre Luxor et Paris. Et lorsque le musée de Paris a fait une exposition sur le voyage de l'obélisque, cette famille a prêté des objets qui dataient de l'époque du voyage au début du 19e siècle. C'était Verninac de Saint-Maur, c'est ça? Exact. Verninac de Saint-Maur, c'était le commandant du Luxor. Voilà, c'est ça, du Luxor. La famille dont j'ai fait connaissance, c'est la famille de Johannis, qui était le second du Luxor. Et là aussi, c'était une équipée incroyable, cette histoire du retour de l'obélisque, le voyage, tous les péripéties de le retour de l'obélisque, c'est absolument fabuleux comme histoire. Oui, le musée de la Marine a dans ses archives des documents d'origine, en pratique dessinés par l'ingénieur Lebas qui avait été chargé de l'abattage et ensuite de l'érection de l'obélisque à Paris. Et puis, 2 personnages de cette expédition ont écrit chacun un livre sur ce fameux voyage qui a été effectivement, d'autant plus qu'ils ont passé là-bas exactement 1 année entière à se promener en Égypte après avoir embarqué l'obélisque et en attendant la crue du Nil pour pouvoir repartir. Et il y a eu pas mal de péripéties. Mais tout le monde est revenu vivant. Heureusement. Et ce qui était amusant, c'est que Champollion, c'est lui qui avait choisi finalement les obélisques qu'il fallait emporter, parce qu'on lui avait proposé d'autres possibilités d'obélisques à Alexandrie, mais il avait dit non, ceux-là, c'est des obélisques de la basse époque, c'est pas intéressant du tout. En gros, il avait dit ils sont très moches, c'est pas la peine de les prendre. Il a dit non, il faut absolument prendre les obélisques qui sont donc à Thèbes, et donc à Karnak, parce que c'est des obélisques de Ramsès II, puisqu'il a pris la peine de les déchiffrer, ils sont beaucoup plus beaux, et c'est ce grâce à quoi nous avons donc le premier, et sinon l'autre est parti à Londres. Oui, la rumeur dit que lorsque les Égyptiens sont venus à Paris il y a quelques années, le président Mitterrand avait dit aux Égyptiens « On vous fait cadeau du 2e obélisque » parce qu'il avait été donné aux Français à l'époque. Oui.
Mais compte tenu du transport d'autant de tonnes de granit et du coup que ça avait représenté, plus l'organisation, le bateau, etc., on n'en a emporté qu'un à nos frais. C'est déjà très bien. C'était déjà compliqué. Tout à fait. Et puis, on avait suggéré aux autorités locales de donner aux Anglais l'obélisque de Cléopâtre, Oui, c'est qui est ça. au milieu du musée de Karnak, parce qu'on savait que c'était intransportable. Les Anglais n'ont pas vérifié, ils ont accepté le principe de cet échange. Donc, c'est une petite vengeance par rapport à la pierre de Rosette. Voilà. Très... Bon. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Béjot. C'est très, je veux dire, vous en savez aussi, voilà, une longue histoire aussi. Une question de Monsieur Morin Ostanga. Que deviendra Menou après son retour d'Égypte? Alors, la situation de Menou n'a pas été favorable. D'abord, il avait de mauvaises relations avec l'ensemble des officiers de l'armée et la manière dont il a négocié le retour des Français a été très, très mal vue. Donc, il est rentré en France et il faut dire quand même, pour l'histoire personnelle, il avait épousé une musulmane. Quand il était au Caire, il avait donc eu un fils et ses proches l'ont toujours reproché finalement donc ce mariage. Alors, Bonaparte l'a gardé dans ses proches, mais au titre donc des administrateurs, ce qui fait qu'il avait fait une carrière finalement sous l'Empire, une carrière d'administrateur, voilà, essentiellement. Très bien. Et une question de Sylvie. La folie de l'Égypte ou l'égyptomania, s'est-elle répandue aussi en Angleterre ou est-ce un courant artistique vraiment lié à Napoléon Ier? Alors, il y a quand même eu un mouvement en Angleterre, beaucoup dans les objets de décoration. Nous, on a surtout le courant des meubles, des panneaux décorés. Alors, les Anglais ont eu plutôt un courant qui avait commencé déjà avant la fin du XVIIIe, plutôt sur les petits objets, tout ce qui était du Wedgwood, des tasses, des porcelaines, etc. Il y a eu beaucoup de motifs égyptisants qui ont continué jusque dans les années 1840, à peu près l'époque romantique. Et puis aussi, ils ont eu d'autres idées, c'était de faire comme en Italie, de faire des grandes cheminées entièrement décorées avec des sortes de bas-reliefs égyptisants, avec des motifs de divinité, de tout ce qu'on peut imaginer, de toutes sortes de couleurs, mais il y a quand même eu un goût, effectivement, dans les décorations. Et alors, par contre, excusez-moi, j'allais oublier la mode. Alors, les turbans à l'égyptienne, les mousselines, etc. Alors là, pour ce qui est des Parisiennes, il y en a eu beaucoup. Allez, c'était vraiment à peu près une dizaine d'années, quoi. Après, on est passé à autre chose. Merci beaucoup en tout cas. Et si vous n'avez plus de questions, on va vous remercier. Et puis surtout, inviter tous nos auditeurs à venir vous écouter à Toulon. C'est le 3 juillet à 14 h, ici, enfin non, pas au musée, à la bibliothèque, à la médiathèque, pardon, Chalucé. Voilà. Donc, voilà, pour une espèce de prolongement, je dirais, de cette grande conférence, voilà, qui est avec quelque chose d'un format un petit peu plus court, mais tout aussi passionnant. Donc, encore merci beaucoup, chère Madame Chadefaux. Merci à tous nos auditeurs de vous avoir suivis aussi ici ou ailleurs, et j'espère dans toute la France. Merci Monsieur Béjot. Et puis, merci Jean-Marie qui nous a aidé à monter cette conférence en présentiel et en distanciel. Merci à tout le monde. Et ben, au plaisir de vous retrouver. Et nous mettrons très vite le lien pour réécouter cette conférence à votre disposition. Voilà. À très bientôt. Merci à tous les organisateurs et organisatrices. Merci. Merci. Au revoir.